Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la loi 61 des activistes autochtones disent non. Une entente entre 4 communautés Anishinaabe et la mine Malartic. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Dans le cadre des prochaines phases du déconfinement, un projet de loi visant à stimuler l'économie locale a été proposé. Mais vendredi dernier, l'Assemblée nationale a ajourné ses travaux sans l'adoption du projet de loi 61. Il avait été critiqué pour ses effets potentiellement dévastateurs sur l'environnement et met aussi à l'épreuve la patience des dirigeants autochtones. Un reportage de Lindsay Richardson. Ce n'est un secret pour personne que la pandémie de COVID-19 a fait un trou dans l'économie du Québec. Mais il y a une urgence d'agir. Le premier ministre du Québec déclare qu'il est temps d'agir de toute urgence. Les infrastructures dépérissent. Le taux de chômage est élevé. L'arrivée d'une nouvelle loi visant à stimuler les industries devrait être vue comme une bonne nouvelle. Or, les partis d'opposition, les environnementalistes et les dirigeants des Premières Nations s'entendent pour dire que le projet de loi 61 n'est pas la nouvelle qu'ils espéraient. Le projet de loi 61 est très problématique pour les communautés autochtones comme pour le reste de la population au Québec parce qu'on profite d'une pandémie qui nous a gardés à la maison pour nous empêcher justement d'utiliser les moyens démocratiques de nous opposer à ce genre de projet de loi-là. L'objectif est de stimuler l'économie, de restructurer les études environnementales et d'accélérer la réalisation des projets de l'industrie. Mélissa Molin-Dupuis, une activiste Innu, travaille avec la Fondation David Suzuki et défend les forêts et le gibier sauvage de la province. Elle dénonce maintenant un avant-projet de loi qui, selon elle, étouffe la voix des Autochtones. Il faut protéger nos ressources, il faut protéger ce territoire-là comme on l'a fait depuis des milliers d'années. Les Mohawks de Kahnawake sont d'accord. Ils s'inquiètent de l'incidence de cette loi sur la population de poissons dans le fleuve Saint-Laurent. Dans un de ses discours, un chef du Conseil Mohawk a indiqué que le projet de loi 61 tient peu ou pas compte de la façon dont les droits des Autochtones seront touchés. Le chef Mike McKenzie de Manioutenam a déclaré que les Premières Nations devraient être à l'avant-garde du plan de relance économique du gouvernement. Pour sa part, Mme Molin-Dupuis affirme que les Premières Nations suscitent souvent de l'hostilité lorsqu'elles prennent la parole. Alors que les communautés autochtones ont toujours été très ouvertes à faire une économie qui bénéficierait à toute la province, cependant une économie logique, une économie qui ne détruit pas le territoire, une économie qui nous permet d'être là de façon pérenne. M. Legault assure que le projet de loi 61 n'entraînera pas de corruption ni de destruction. Il favorisera seulement l'efficacité de la réalisation des projets, puisque leur approbation prend habituellement jusqu'à 1 an. We think that without decreasing the requirements, we can do that faster. Des appels au respect. Respect des principes, respect des droits. Après le discours de chef Picard adressé aux fonctionnaires du Québec sur le sujet, un des défenseurs du projet de loi a clairement exprimé ses sentiments à l'égard de la consultation avec les Premières Nations. Si à chaque fois qu'on a pris des décisions au cours des 3 derniers mois, on avait pris tout le temps nécessaire, bien peut-être que la situation serait encore plus grave qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les activistes engagés voient les tendances et s'inquiètent du fait que cette approche semble axée sur le profit. Cependant, M. Legault a mentionné que la réécriture du projet de loi pourrait se faire avant un vote à l'Assemblée nationale. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Récemment, il y a eu une entente entre 4 communautés Anishinaabe et la société propriétaire de la mine canadienne de Malartic. L'entente a pris des années de discussions et de protestations à créer. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. On demande d'être bien consulté équitablement. La mine canadienne Malartic extrait de l'or depuis environ 10 ans dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue où les Anishinaabe ont leur territoire. À l'époque, quelques communautés Anishinaabe ont manifesté pacifiquement pour être entendues auprès de la mine. Les Anishinaabe ont dit que la mine refusait de s'asseoir de bonne foi avec les communautés. This mine here is one of the biggest mines in Canada. And what are we receiving? Nothing. We're not receiving anything in this mine. Cette manifestation s'est déroulée il y a 4 ans.
Aujourd'hui, les Anishinaabeg se sont fait entendre. Il y a eu une entente de collaboration entre Canadiennes Malartic et les Premières Nations Anishinaabeg d'Abitiwini, de Lac-Simon, de Long Point et de Kitiakik. L'entente d'une durée de 7 ans comprend des contributions financières qui seront versées annuellement pour favoriser leur développement durable et permettre des projets structurants. On va mettre dans ce mode-là de mise en œuvre de l'entente à cette heure, c'est que là, on va mettre un comité en place, puis il va y avoir d'autres sous-comités. Il va y avoir un sous-comité au niveau de la formation et l'emploi. Il va y en avoir un autre aussi au niveau des opportunités d'affaires et qui va aussi regarder l'aspect de l'environnement. Mais cela n'a pas été facile d'en arriver là, selon le chef de Long Point, Steve Mathias. L'autre difficulté, selon Mathias, est la complexité de l'endroit où se trouve la mine. Ça se trouve près de la ville de Malartic et c'est aussi dans le territoire de la Convention de la baie James. Et c'est ça que les Algonquiens ont toujours déploré pour dire qu'il y a eu un chevauchement lors de la création de la Convention de la baie James sur notre territoire ancestral, sans même nous consulter. Le chef Mathias invite les autres mines et les autres industries d'exploitation à établir une relation. Il y a d'autres minières qui opèrent sur le territoire Anishinaabe, en Abitibi-Témiscamingue. On va les convoquer. On va leur demander là, de s'asseoir puis de faire des ententes avec nous. Et aussi, ça nous apporte aussi toute la question avec le gouvernement. Le gouvernement du Québec qui reçoit ces permis-là, sans même qu'on en retire des bénéfices sur les droits qu'eux autres émettent à ces compagnies minières-là. Pour Mathias, le message est clair. On les interpelle là, de rentrer en contact avec nous autres. Je pense que l'entente, ça démontre comme quoi que oui, les Anishinaabe, on est ouvert à ça, mais il faut qu'on ait des bonnes ententes en place pour que les choses se fassent correctement. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook ou @nouvelle-aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle-aptn. Les automobilistes qui pénètrent à Kahnawake, nouvellement réouverte au public, peuvent y observer un geste de solidarité visible posé dans la foulée de la mort de George Floyd. Après les barrages sur les voies ferroviaires en soutien à la communauté Wet'suwet'en un peu plus tôt cette année, le camp de solidarité de la communauté Mohawk ainsi que son feu sacré a été installé dans un espace vert non loin de l'entrée de la communauté. Mais cette fois-ci, les gardiens du feu défendent une cause bien différente, à la lumière des récentes manifestations. En plus d'affiches réclamant une meilleure protection des terres et de l'eau, l'inscription Black Lives Matter figure maintenant en lettres rouges sur une imposante nouvelle enseigne installée sur le site. Afin d'examiner la solidarité entre les communautés noires et autochtones à l'égard de la violence policière et de la violence raciale. Au retour, on vous parle de la lettre ouverte envoyée par des organisations aidant des femmes autochtones exigeant des actions concrètes au ministre Marc Miller. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plusieurs organismes autochtones au service des femmes du Québec se mobilisent pour exiger que des mesures soient prises contre la violence policière. Dans une lettre ouverte, ceux-ci demandent à Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, d'organiser une discussion nationale sur la responsabilité des forces de police envers les peuples autochtones.
La lettre exprime également leur indignation à l'égard d'un récent incident au cours duquel le service de police de Montréal a dépêché 17 agents de police et une unité canine en réponse à un appel concernant une femme de la Nation Cri en pleine crise de santé mentale. Voici les propos de ministre Miller lors d'une déclaration à APTN. Nous devons revoir la formation, le recrutement, assurer une plus grande représentation des peuples autochtones dans les forces de police et nous avons besoin d'une direction forte pour tenir les officiers et corps de police responsables de leurs actions. Viviane Michel, présidente des Femmes autochtones du Québec, est l'une des co-auteurs de la lettre. J'ai lu quand même la lettre du ministre Miller, OK? Et oui, il y a quand même une constatation. Mais ne restons pas juste à la constatation. Nous, on a besoin de passer à l'action. Les chefs des Premières Nations Wolastoqey affirment que le gouvernement du Nouveau-Brunswick se montre dur d'oreille dans son refus de reconnaître le racisme systémique au sein des services de police et du système de justice. Des chefs des Premières Nations Wolastoqey affirme que le gouvernement du Nouveau-Brunswick se montre dur d'oreille et fait preuve de condescendance dans son refus de reconnaître le racisme systémique au sein des services de police et du système de justice. Les chefs des Premières Nations Wolastoqey ont également demandé la création d'un comité indépendant chargé de se pencher sur le racisme systémique au sein de la police et du système de justice du Nouveau-Brunswick. Cette demande survient à la suite de la mort par balle de Chantel Moore à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. La jeune femme de 26 ans de la Première Nation Tele-Ogueat est décédée à la suite d'un appel à la police visant à vérifier son état de santé. Au cours de la fin de semaine, il y a une autre mort autochtone aux mains de la police du Nouveau-Brunswick. Le 12 juin, Rodney Levy, un père Micmac âgé de 48 ans, a été abattu par la GRC. Voici à ce sujet la déclaration de Ross Purley, chef de la Première Nation Tobique. The first thing the province needs to do is they need to acknowledge that our people face systemic racism when they encounter the justice system. And, that's the first step. Une vidéo captée par une caméra de tableau de bord montrant une confrontation entre la GRC et le chef de la Première Nation Athabasca Chipewyan, Alan Adam, a été diffusée. Nous préférons avertir nos téléspectateurs que ces images sont troublantes. L'arrestation en mars dernier du chef Adam montre qu'un officier l'a projeté au sol, l'a frappé à la tête, puis l'a maintenu dans une prise d'étranglement. Avant l'incident, la GRC enquêtait sur la plaque d'immatriculation expirée du chef Adam. Ce dernier a lancé de nombreuses invectives en direction de l'officier de la GRC qui procédait à l'inspection de sa voiture. Justin Trudeau a qualifié les images de choquantes et a demandé la tenue d'une enquête indépendante. Au départ, la GRC a été exonérée de toute faute, mais l'organisme de surveillance de la police de l'Alberta a depuis ordonné son équipe chargée de l'application de la loi de mener l'enquête. Durant la pandémie, les communautés autochtones ont été toutes confinées. Un groupe de Facebook voit sa popularité augmenter. Le groupe Oushket 5 km ou Mon Premier 5 km fait des adeptes dans plusieurs communautés du Québec. Ses membres vont courir leur premier 5 km. La course à pied. Pour les humains, cela doit être naturel. Mais récemment, nos modes de vie l'ont rendu plus étranger. 95% des gens dans cette communauté-là, qui, les autres, eux, voudraient faire de la course, mais ça ne fait pas partie de leurs objectifs parce qu'ils pensent que c'est impossible pour eux. L'état physique, la connaissance de techniques pour éviter les blessures et enfin, la motivation. Selon David Gill, ce sont toutes les raisons pourquoi la course n'est pas plus populaire dans les communautés. Mais d'après lui, la course est un moyen très optimal pour être en forme. C'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand, n'importe où.
Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de souliers à 200 $, malgré ce qu'on pense. Durant la pandémie, Oushket 5 km est devenu très populaire et le confinement a contribué à sa popularité. Ouh, c'est bon! Il y a 650 membres au total et ils sont de partout dans les communautés autochtones francophones du Québec. Alice Echaquan, Atikamekw de Manawan, est fière de son progrès. Après 32 semaines de marche, elle a récemment commencé la course. Au début, c'était 10 minutes, après ça, c'était 15 minutes, après ça, 20 minutes. C'est ça que j'aime parce que c'est graduellement, c'est adapter ton corps. Gil a eu l'idée d'accompagner toutes ces personnes qui pensent que la course est impossible, puis de construire un plan pour débutants, qui commence avec 10 minutes de marche jusqu'à 5 km de course. Tous les matins, à 5h30 du matin, j'envoie un entraînement par courriel. Selon Gil, c'est ce qui fait la réussite du programme. C'est de briser l'isolement dans l'entraînement. Quand l'entraînement devient social, ben là, la motivation est bien plus facile. Tu es plus capable d'être intense à l'entraînement, tu as plus de plaisir à le faire. Les personnes qui font l'entraînement vont publier soit une photo, une vidéo ou un commentaire sur leur entraînement et encourager les autres sur leur publication. Je vois l'impact, il y a beaucoup de monde, de beaucoup de nations. Je me fais beaucoup d'amis de Pessamit, de Bécomo, de Shefferville. Mais selon Gil, la course à pied est dangereuse lorsqu'on n'est pas bien préparé car on risque des blessures. Aujourd'hui, je vais vous parler de surface d'entraînement. Pour cette raison, il fait des vidéos explicatives sur les notions importantes. Le problème avec la course à pied, c'est que la majorité des gens qui l'essaient, surtout s'ils ont un surplus de poids, s'ils sont plus âgés, s'ils ne sont pas déjà actifs, ben, ils vont se blesser. David Gil est victime de son succès. Les membres demandent des développements après le Oushket 5 km. Mais ce n'est pas les idées qui manquent pour Gil. Mon gros facteur limitant présentement dans Oushket, c'est que je suis tout seul, je suis bénévole, il n'y a pas de modèle d'affaires en arrière de ça. Mais, comme Gil le sait, le début de tout long voyage commence par un seul pas. Et si vous voulez commencer votre Oushket 5 km, inscrivez-vous sur le groupe Facebook Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Cindy Wild, doctorante en études autochtones qui vient discuter avec nous de racisme. Soyez là. En entrevue cette semaine, Cindy Wild, doctorante en études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Nous discutons de racisme. Oui, Cindy Wild. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Que pensez-vous du premier ministre du Québec, François Legault, qui ne soutient pas l'idée qu'il y a du racisme systémique dans la province? Quand une enquête indépendante de la police de Montréal et la commission Vien l'ont démontré. Je trouve ça très surprenant. En fait, je me demande comment il peut soutenir ça, un peu dans le sens que c'est paradoxal. Hein? On se souvient, le 2 octobre dernier, il a offert des excuses qui semblaient très sincères devant nos leaders, devant nos élus autochtones, devant les femmes, devant les familles qui cherchaient leurs enfants disparus, tout ça. Puis, de dire quelques mois plus tard que finalement, il n'y a pas de discrimination systémique, il avait répondu « Le Québec va être présent pour les changements », mais on change quoi si on ne reconnaît pas la problématique? Fait que ça m'a un peu scié les jambes, oui, et ça m'a extrêmement déçue. Là, je ne m'en cacherai pas parce que je pense que les changements doivent venir d'en haut en premier. Et s'il ne reconnaît pas, je me demande la prochaine obstacle, ça va être quoi? Dans un article de la presse la semaine dernière, Michel Audette a dit que la mobilisation ne sera pas au rendez-vous concernant le racisme envers les Autochtones. Vous l'avez retweeté en ajoutant que c'est triste et vrai. Pouvez-vous nous en dire plus? Pourquoi on fait moins réagir? Je veux dire, c'est dramatique. La brutalité policière, elle
elle est présente, elle est récurrente depuis tellement d'années. On a tellement de commissions d'enquête, d'analyse qui ont dénoncé ça, qui ont exposé des faits puis des chiffres. J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi que les gens, on n'a pas plus d'alliés finalement là-dedans, dans les élites politiques surtout. On a quelques politiciens, mais en tout cas, bref, je pouvais juste comme acquiescer à ça. Je savais que Michel Audet, elle avait raison en alléguant que ça ferait peu de vagues finalement comparé à ce qui se passait aux États-Unis, mais je ne suis pas capable de l'expliquer pourquoi, à part le fait que souvent on voit une indifférence encore qui est présente ou des gens qui banalisent encore le phénomène, malheureusement. Il y avait aussi la question de confiance des Autochtones envers les institutions. Mm-hmm. Bien, surtout la police, tout ce qui est intervention policière ont toujours été main dans la main avec les politiques étatiques. Depuis la colonisation, on s'est servi de la police comme outil de répression envers les Autochtones, que ce soit pour obliger les parents à laisser leurs enfants aller dans les pensionnats, les déplacements forcés, par exemple des Inuits, l'abattage des chiens. Il y avait un système de laisser-passer qui existait aussi pour entrer et sortir dans les réserves à une époque. C'était vraiment régi par la GRC. La GRC faisait office de juge à un certain moment dans l'histoire. Donc, ils ont tellement eu de pouvoir et vraiment au niveau de l'imposition des politiques colonialistes que la relation aujourd'hui, ben, c'en est une de méfiance. Quelles seraient les solutions concrètes à ce problème, selon vous? Au niveau de la discrimination systémique, le racisme systémique, bien ça, c'est illégal. C'est vraiment un acte illégal. Donc, il faut vraiment que nos institutions politiques interviennent maintenant. On a vu beaucoup d'impunité policière dans les dernières années. Ça aussi, c'est une autre chose que je m'explique mal. Pourquoi c'est si banalisé quand on est rendu à intervenir auprès de la police? Est-ce que c'est les syndicats qui sont si forts? On entend toutes sortes de choses là-dessus, mais je pense qu'une des solutions possibles, ce serait peut-être de rendre imputables les dirigeants des organisations, les dirigeants politiques. Je pense que si ces gens-là étaient imputables de ce qui se passait dans les institutions, quand il y a des bévues comme ça, ben peut-être que les gens feraient peut-être plus attention lors des processus d'embauche, par exemple, de sélection, ou sur les actions à prendre quand il y a des situations, par exemple, de brutalité policière. Je pense que ça pourrait être une autre solution viable. Sinon, bien, c'est sûr que tout ce qui est sensibilisation, formation, discussion, sensibilisation, c'est hyper important. Plus de commissions d'enquête, je pense. Je pense qu'on a beaucoup de matière à étudier en ce moment, juste à décortiquer tout ça. Je comprenais cette semaine M. Saganache qui voulait une commission d'enquête propre aux institutions policières. Je comprends le fondement de son raisonnement. Sauf qu'en même temps, je me dis, bon, est-ce qu'on va perdre encore quelques années à faire une autre commission d'enquête pour finalement arriver à ce qu'on sait tous déjà? La question se pose. Je pense que nos gouvernements ont en masse d'outils en ce moment pour, en tout cas, débuter un vrai changement pour l'instant. Puis je pense que tout ça peut être un effet boule de neige positif. Si les gens embarquent, finalement, il faut un engagement politique. C'est vraiment ça qu'il faut. Cindy White, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.